Bienvenue à Mémoire vivante, volet historique. Nous recevons aujourd'hui Marthe Pinchot, petite fille de Pierre Antonio Pinchot, bâtisseur et homme visionnaire. Bonjour, Madame Pinchot. Bonjour, Madame Breton. J'aimerais beaucoup que vous me parliez de ce grand homme qui est Monsieur Pinchot, votre grand-père. Ça me fait très plaisir. Alors, je suis ici pour vous parler donc de mon grand-père, Pierre Antonio Pinchot. Il est né à Plessisville, le 14 septembre 1882. En fait, mais c'est pas le premier Pinchot à Plessisville. Ça se trouve être la troisième génération des Pinchot à Plessisville. Le premier qui est arrivé, c'est son grand-père à lui, Zéphirin Pinchot, qui s'est installé en 1853. Puis pour vous dire que la famille Pinchot, c'est pas une des vieilles familles au Canada, parce que Zéphirin était lui-même seulement le petit-fils du premier Pinchot qui est arrivé de Normandie. Okay. C'était un navigateur. Et il y a une branche qui s'est installée à Nicolette, et Zéphirin est parti de Nicolette vers Plessisville. Lui, il s'est installé donc dans le 11e rang. Okay. Quand il est arrivé à Plessisville, il avait 44 ans, il avait déjà 8 enfants, et puis il était marié avec Marie Lemay. Et la particularité du travail de mon grand-père, c'était pas seulement la terre sur laquelle il était, mais la boutique, parce que c'était un artisan émérite, c'était un forgeron. Il avait d'ailleurs fait plusieurs choses au niveau de la forge déjà à Nicolette. Et puis, il travaillait les instruments aratoires. Il construisait des charrues, des herses, des batteuses, des essieux. Et ça a beaucoup stimulé la curiosité de grand-papa Péa. Et puis, et donc, il a eu un 8e enfant, Delphine, un 9e enfant, Delphine, et un 10e enfant. C'était Joseph, le père de Péa, qui est donc né à Plessisville en 1855. Il s'appelait Joseph, le 10e enfant, donc, sur 10. Mm-hmm. On a une photo d'ailleurs de Joseph quand il marie Esther Grenier. Et une petite partie, ça c'était en 1879, et une particularité sur cette photo-là, on le voit avec sa trompette dans les mains. Je me dis que c'est certainement, je fais une petite bulle là-dessus, là, c'est certainement quelqu'un qui aimait la musique. Très certainement. Que pour avoir un instrument de musique ce jour-là sur la photo de noces. Et puis d'ailleurs, dans la famille Pinchot, il y a plusieurs talents au niveau musical, des gens qui ont vraiment des talents dans toutes sortes d'instruments divers. Même grand-papa jouait une sorte d'accordéon aussi. Le père de Péa, donc Joseph Pinchot, lui, il aura 12 enfants et grand-papa est le 2e enfant. La femme de Joseph, c'est Marie et Esther Grenier. Elle aussi, c'est là qu'on voit que les familles des pionniers se sont mêlées ensemble dès le départ. J'ajoute aussi une précision, c'est quand le premier Pinchot est arrivé, Zéphirin, déjà Plessisville, ce n'était plus la forêt primitive. Il y avait déjà des champs, parce que c'était quand même 18 ans après Jean-Baptiste Lafont. Alors, il y avait déjà quand même... Mais c'était l'année avant le début de la construction de la première église de Pierre. Okay. Alors, on est quand même très à l'origine. Les Pinchots sont arrivés très à l'origine de la ville. Si je reviens à Joseph, alors il s'est installé vers 1900 dans le 8e rang. Alors, lui, il a cultivé la terre et il s'occupait beaucoup du commerce du bois également. Mon grand-père est donc le 2e, Pierre Antonio, est le 2e enfant sur 12 de Joseph et d'Esther. Il est devenu l'aîné assez rapidement parce qu'il y avait que 10 ans quand son frère aîné, Ernest, est décédé. Okay. Si bien qu'il a toujours été un peu considéré comme l'aîné. Il a fait des études très simples ici, bien sûr, primaires à la ville, mais il y avait énormément d'intérêt, grand-papa, pour les mathématiques, l'histoire, la ferme, et il était très curieux de tout ce qui se passait à la boutique de son grand-père Zéphirin. Et puis je pense que ça l'a... La boutique de forgeron de grand-papa. De forge, effectivement. Ça le stimulait beaucoup. Grand-papa s'est marié avec Marie-Anna Boisvert, qui est issue aussi autant du côté maternel que paternel, des familles pionnières, les familles Boisvert et Doucette, des familles pionnières de la ville également. Alors, ils se sont mariés en 1904. Eux, ils ont eu 14 enfants, que dis-je. Il y en a 3 qui vont mourir bébés. Ils sont mariés en 1904, ils en ont perdu un tout de suite en 1905-1906. Et, petite parenthèse, le 3e bébé qui est décédé, grand-maman avait accouché 2 fois dans la même année. Oh, alors, il y a un enfant qui est né en janvier, tante Agathe, qui a survécu, et Louis qui est né en décembre, lui, est décédé. Alors, c'est une autre génération, hein? Exactement. Peu enviable sur ce plan-là. Et voilà. Alors, dans les enfants qui survivront, il y a 5 fils et 6 filles.
Alors, on a mis, j'ai à la disposition une photo de 1926 où on voit la famille au complet et le petit bébé là dans les bras de grand-maman. C'est mon petit papa à moi. Si je me trompe pas, il y a eu plusieurs travails, votre grand-papa. Il a fait plusieurs choses. Ouais. Est-ce que vous voulez m'en parler? Parce qu'il y a tellement de choses que ça en est impressionnant. Oui. Si on veut donner un petit peu de structure à ça, on va d'abord parler de son occupation principale au fil du temps. Après ça, Oui. on verra tout ce qu'il faisait en parallèle. Parfait. Alors, grand-papa a commencé comme mécanicien tourneur à la fonderie de Plessisville. Alors, la fonderie qui deviendra Forano, là, et avec le temps. Il avait développé, justement, via la boutique, un intérêt pour ce qui était des bouilloires, les engins à vapeur et tout ça. Et ce qu'il a fait en marge de son travail à la fonderie de Plessisville, c'est d'aller chercher une formation pour pouvoir opérer ces machines-là et travailler dans son champ d'intérêt. Ce qu'il a eu un certificat pour opérer les bouilloires à vapeur, d'ailleurs, de la province de Québec, en mai 1907. Mais il a dû s'expatrier un petit peu aux mines de Black Lake en 1907. Alors, de 1907 à 1911, il est opérateur de machines pour les bouilloires et engins, donc à Black Lake. La famille s'est agrandie. Quand ils sont partis à Black Lake, il y avait un enfant. Sur les 4 ans qu'il a été là, il y en a eu 3 autres. On sait que la vie n'était pas certainement très facile parce qu'on a des renseignements donnés dans nos documents de familiaux où il restait, semble-t-il, en haut d'une petite côte. Puis quand grand-papa rentrait, il n'y avait pas l'eau potable à la maison. Alors, il y avait un joug avec des chaudières. Il devait remonter à chaque jour l'eau potable pour sa famille. Oh mon Dieu. En marge de ça, malgré tout, quand il était là-bas, il s'est impliqué déjà dans les Chevaliers de Colomb, ce qui sera un socle dans sa vie. Ce qu'on a remarqué, c'est que la vocation des Chevaliers de Colomb, c'est de répondre aux besoins fondamentaux par du soutien matériel, une entraide fraternelle et un engagement spirituel. Mm-hmm. Alors, de vouloir faire partie de ça dénotait ce qu'il habitait déjà, et ça va... Moi, j'appelle ça le socle de ses motivations profondes pour ce qui suivra. Mm-hmm. Pendant qu'il était là également, il voyait bien que la famille s'agrandissait, les besoins en revenus grandissaient aussi. Grandissaient également, si bien qu'il a suivi en parallèle de son travail là-bas un cours d'embaumement. Alors, il a été diplômé en 1910 du Collège d'embaumement de Montréal. Et quand il a été diplômé, c'est ce qui le ramène à Plessisville. Alors, il a acheté à ce moment-là, en 1911, un commerce de meubles et de cercueils. On a d'ailleurs, et puis ajouté à ça 2 corbillards. On était assez impressionnés par la beauté du corbillard en question, sauf que pour l'utiliser, ça devait pas être vraiment facile parce que, tu sais, quand on part avec les chevaux, ils desservaient une grande région. Il y en a une tante qui me parlait, bon, tu pars avec ta pierre chaude l'hiver. Oui. Il faut dire que ça l'a couvert aussi pas longtemps après la grippe espagnole, donc c'était vraiment pas facile. C'est une époque difficile. C'est ça. Alors, en plus du commerce, il y avait ça. Puis même pendant la grippe espagnole, on sait que grand-maman devait mettre la main à la roue parce que il fallait mettre de la soie dans les cercueils et puis en tout cas tout le monde était là, ça n'a pas été facile. Il a conservé cette activité-là au niveau de l'embaumement une 20aine d'années, en marge aussi concomitamment de son commerce principal. Le commerce qu'un peu tout le monde connaît, quand on parle des pains chauds, on a PA Pains Chauds Incorporé, 5-10-15, oui. sur la rue Saint-Louis. Alors, le commerce est déménagé à cette adresse-là en 1915. Puis de 1915 à 1935, on voit qu'il y a une évolution dans le commerce. On a une publicité qui était distribuée en 1913. C'est orienté beaucoup au début avec l'automobile, les batteries, les huiles, en marge des autres produits. Puis on a aussi en 1928 une autre publicité qu'on a vue là sur des meubles de toutes sortes, des phonographes, des radios, des machines à coudre, des mécanos. Alors le magasin a évolué, puis vers le milieu des années 30, il a cessé de vendre des meubles. Et puis, c'est devenu de plus en plus des magasins de variété. Bien sûr, quand je parle de magasins de variété, on parle de l'entretien de la maison aussi, la peinture, la tapisserie, les prélats, les outils, les articles scolaires. Ça, c'est un peu ce que Ce magasin-là a fermé en quelle année, par curiosité? Il a fermé en 1983. Grand-papa est décédé, lui, en 1962. Et au moment de son décès, il faut dire qu'il s'était incorporé avec ses 5 fils en 1957. Okay. Et à son décès en 62, il n'était que 3 propriétaires, René, Jean-Marie et Gérard. Et à la fermeture du magasin en 83, il y avait que Gérard était devenu le seul propriétaire. Okay. Puis
une des caractéristiques, c'est qu'au moment de vente, c'était le plus vieux commerce à Plessisville. À Plessisville. Quand le magasin a fermé. C'était en pleine crise au début des années 80. La relève était pas facile. Alors, mon oncle a décidé de vendre. Puis quelques années plus tard, il y a eu un feu qui a détruit l'immeuble où était la maison et le commerce. Puis là, évidemment, il y a un autre commerce. De cette époque-là, un autre commerce. Ça, c'est l'activité qu'on peut dire centrale là, autour du commerce qui, pour nous, les petits-enfants, était un bel attrait quand on venait le visiter. Ben oui, certainement. Vous m'avez raconté, je trouve que ça vaut la peine qu'on prenne quelques secondes, comment il pouvait être un homme généreux et très proche de ses petits-enfants. Ben oui, quand on allait le voir, il y avait une complicité qui s'établissait, puis il nous confiait des petites tâches. On montait avec lui à l'endroit où les clients n'avaient pas besoin. Déjà, c'était un honneur. Puis là, ben lui, il finissait sa comptabilité, puis moi, je sais bien qu'entre autres choses, il me chargeait de bien placer les boîtes vides sur les étagères. Alors, du haut de mes 7-8 ans, j'étais très fière de placer les boîtes pour lui. Ou encore, on pouvait placer de la marchandise dans le magasin. Ou le summum, c'était quand on pouvait activer la caisse enregistreuse pour une vraie cliente, mais avec la commis à côté, bien sûr. Ben ça donne un peu, je trouvais que c'est important parce que je trouve que ça donne l'image de l'homme qu'il était. Oui, il y a une complicité, il y a une chaleur, il y a une simplicité, un accueil tout simplement qui caractérisait. Tout à fait. Je trouve ça tout à fait agréable de pouvoir connaître cet homme-là, parce qu'il y en a des gens sûrement qui l'ont connu, qui sont encore vivants et qui écoutent l'émission. Outre ces inventions qu'on a passées quand même rapidement, mais malgré tout, il y en a fait plusieurs, il y avait des activités professionnelles autres aussi. En 1911, quand il est revenu à Plessisville, histoire d'avoir une activité complémentaire, il était aussi apiculteur. Et puis, il a mis au point un moyen pour lever les ruches avec plus de facilité. Alors déjà, grand-papa, ce que j'ai beaucoup retrouvé dans le profil d'évolution de sa carrière, c'est quand il observait un problème, il réfléchissait, est-ce qu'il y a une manière que moi, je peux pour améliorer la chose et la réaliser dans la mesure du possible. Ça, c'en est une des inventions. Il y a eu aussi, en 1912, un brevet d'invention pour une roue à ressort pour l'automobile, pour amortir la conduite. Et ça, c'était avant la découverte de la chambre à air. Alors ça, il y a des histoires, là, mon père m'a raconté les détails de ça, mais c'est quand même pas banal d'avoir fait ça. Ensuite, en 1912 toujours, il y a une autre invention qu'il a fait, d'ailleurs on le rapporte dans l'Union des cantons de l'Est en mai 2012, où on parle de M. Pinchot a inventé une nouvelle machine très perfectionnée pour mettre les automobiles en marche. Plusieurs hommes d'affaires sont associés à lui pour s'assurer du brevet. Et puis, c'est ça. Donc, c'était au moins ceux qui ont démarré au moyen d'une manivelle. Alors, encore là, il observe qu'on peut améliorer la sécurité. Il trouve un moyen pour le faire. Et puis, bon, là, et ça continue. Un autre truc, on voit son esprit d'observation, puis comment il passe de la pensée à l'acte, c'était en 1923, il était au conseil municipal à ce moment-là, il a fait modifier les plans du toit de la construction du nouvel hôtel de ville. Les plans sont arrivés et lui, il observe que dans la grande salle de l'immeuble, il y avait 2 rangées de colonnes. Oui. Et puis lui, il dit, il me semble que ça sera pas commode pour l'utilisation, la vocation de la salle. Alors, il a construit à l'échelle une maquette au complet pour voir comment on peut varier les forces des pans de toit. Et ça a été soumis, bien sûr, à l'architecte. Il y a eu des tests qui ont été faits. Et finalement, le projet de grand-papa est accepté. Et on se rappelle que c'est pas un homme qui était ingénieur. Mais grand-papa aimait beaucoup les livres, la lecture. Il s'est instruit par lui-même. Et les mathématiques. Et les mathématiques, entre autres. Alors, on en a une preuve là. Et puis, le conseil municipal, c'est ce plan-là qu'il a adopté. Puis, une invention qui est pas banale aussi, pour laquelle il a un brevet. En 1924, il a fait fabriquer le radiateur économique à air chaud. Alors, il en a vendu dans toute la province. C'était fait à Aéro-Plessis, là, la construction. Il avait observé qu'il y avait beaucoup de pertes de chaleur dans les maisons. Alors lui, il a réfléchi à l'affaire, puis il a décidé de concevoir cet appareil-là qu'on pouvait installer sur le tuyau du poêle ou de la fournaise, puis il y avait une clé pour contrôler effectivement la chaleur. Alors là, et puis c'est drôle parce que on a une publicité qui avait été faite sur les radiateurs, puis il y a des témoignages de gens. Alors c'est intéressant de voir comment de l'observation d'un problème jusqu'à un produit qui est vendu partout. Votre grand-papa, il a été impliqué aussi dans plusieurs choses, hein, des activités concomitantes, comme vous appelez. Ah, tout à fait. Dans les activités, grand-papa, je reviens à son pattern. Oui. Ça semble être un pattern de base. Il avait observé, entre autres choses, qu'il y avait 3 tanneries du temps, en 1911, qui étaient plus tout à fait en état de continuer les opérations de façon vraiment plus rentable.
Alors, il s'est inspiré d'une usine qu'il avait vue quand il était à Black Lake pour une usine de cuir et chaussures. Alors, il a contacté M. Eudore Fournier, qui était là. Alors, il est allé chercher des renseignements, il s'est assuré de sa collaboration, et puis il a bâti cette entreprise-là pour Plessisville. Et puis, grand-papa est resté à la direction pendant un bon bout de temps et la mise en place de la compagnie des cuirs et chaussures de Plessisville un bout de temps. Puis après ça, la compagnie a continué sous la direction de M. Fournier et d'autres par la suite. Un autre secteur dans lequel aussi il s'est investi, c'est qu'en 1928, quand il était maire, c'était l'année où il y a eu l'installation des raffineries du sucre d'érable à Plessisville. Il y avait déjà l'Association des producteurs du sucre du Québec depuis 1924. Et puis, grand-papa trouvait que c'était bien de fournir le sirop, mais si on pouvait le transformer et bénéficier justement de cette transformation-là. Et puis c'est devenu une entreprise très prospère et au cœur de l'âme quasiment de Plessisville et des Bois-Francs en général. Alors, on a la compagnie des radiateurs aéros de Plessis. On a aussi d'autres compagnies. Il en a fondé une autre aussi, la compagnie des scies Perfection, qu'on appelle. C'était avec Joe Boisvert, M. Couture, puis d'autres. À la filature Plessis, il a travaillé. Il a été impliqué au niveau de la Forano. Il est impliqué donc dans plusieurs entreprises. Par contre, on peut pas passer sous silence sa principale, moi j'appelle ça sa principale participation dans une entreprise, le Tricoterie Somerset. Alors, peut-être ça dit quelque chose aux gens. Alors, encore là, il observe qu'il y avait beaucoup de familles qui quittaient, il manquait de travail pour les jeunes filles. Alors, il y a eu l'idée de partir en commerce du bas. Alors, des bas circulaires, pour hommes, femmes et enfants. Et là, il est allé visiter des usines aux États-Unis, il en a visité ailleurs. Il est revenu avec cette idée-là, si bien. Puis là, dans sa démarche, c'est toujours faut que j'aille la collaboration des gens. Alors, j'imagine que cette capacité d'aller mobiliser, d'influencer les gens pour qu'ils participent avec lui, il devait avoir un certain respect, j'imagine, autour de lui pour avancer avec lui dans ses projets. Alors, le 8 avril 1928, il avait accumulé 20 000 $ auprès de 80 donateurs. Et puis, mon oncle Jean-Marie, un autre fils de PA, on a toute la liste des donateurs là, avec la participation de chacun. Grand-papa lui-même avait investi 2000 $ là-dedans. Puis sa fierté, c'était d'avoir accumulé le capital nécessaire par des Canadiens français uniquement. Ça, c'était important pour lui. Et puis le 26 mai 1928, c'est la première réunion qui donne naissance à l'entreprise, qui a débuté à l'arrière du magasin, tout simplement. Et puis après ça, je pense autour d'un an plus tard, l'entreprise a été relocalisée à un endroit et on parle des locaux de cette nouvelle entreprise-là, qui était réputée pour leur propreté, les conditions hygiéniques exemplaires. Alors, il y avait beaucoup de monde. Ce qu'il faut dire de cette compagnie-là, ce qui la caractérise aussi, c'est que ça s'adressait aux marchands de gros. Alors, d'Halifax à Vancouver, ce n'était pas de la marchandise qui était vendue au détail, là. Alors, des marchands de gros. Et lui, il en fut le premier gérant. Il demeurait à la direction un grand bout de temps. Ensuite, il y a M. Omer Béliveau qui est devenu le deuxième gérant. Puis, au fil du temps, la compagnie a connu évidemment des changements de structure et de direction. Mais à l'origine, c'est sa démarche à lui, la structure de base qui était partie par lui. Et puis, en 82, on voit dans le journal de l'Union, Tricot Somerset demeurait l'une des deux premières de l'industrie du textile au Canada. Au Canada. C'était aussi un citoyen engagé dans plusieurs domaines. Il a été chevalier de colon, vous l'avez dit tantôt. Il a été maire. Il y a eu plusieurs rôles. La commission scolaire aussi, si je ne me trompe pas. Exactement. Grand-papa, c'est que il y avait comme un idéal citoyen aussi, au-delà de la prospérité. C'est pour ça qu'il s'est impliqué en 1917. Il était conseiller. Il y avait municipal. Il y avait que 35 ans, déjà 6 enfants. Il a été le 28e maire de Plessisville. Puis, dans ses préoccupations aussi, pour toujours travailler à 360 degrés, c'était l'instruction qui était importante pour lui. Alors, il a décidé de s'engager à la commission scolaire, 9 ans de temps, et dont 6 ans comme président de la commission scolaire. Alors, parmi les actions qui étaient importantes pour lui, il voulait donner une impulsion à l'épargne scolaire, ce qui a été un succès. Il a travaillé à la venue des frères de l'instruction chrétienne à l'école Saint-Édouard, à la venue de l'école des arts et métiers, puis à la mise sur pied de l'institut familial du couvent. D'ailleurs,
à un moment donné, on a dans le livre du 150e de Plessisville, on note une chose, c'est que les religieuses s'aperçoivent d'un besoin de locaux nouveaux. Il y avait déjà l'école ménagère, puis on dit grâce au dévouement de M. P.A. Pinchot, alors président de la commission scolaire, les travaux d'agrandissement pour l'école ménagère débutent en septembre 39 pour se terminer au printemps 1940. Alors, de l'idée à la réalisation, il y avait là, je pense, une efficacité qui était certainement aussi à noter. Ben oui. Alors, c'est l'aspect concret. Mais l'instruction est importante. Puis, histoire de meubler un peu ses journées, il a décidé de s'impliquer au niveau du service des pompiers. De 1918 à 1943, grand-papa a été pompier volontaire et, histoire de compléter toujours ses journées, il a été 20 ans comme chef de brigade au service des pompiers. Au-delà de ça, ce qui est important aussi pour lui, c'est de développer, de participer, d'avoir un sentiment d'appartenance et de fierté. Alors, on sait qu'en 1935, quand c'était le centenaire de Plessisville, grand-papa a été un des principaux animateurs avec l'abbé Dionne et Monsieur Magnan. On a une seule photo qu'on a dans notre album familial qui reflète ça. Il était au niveau de les artisans canadiens-français aussi, la Société des artisans canadiens-français, dont il faisait partie également. Donc, socialement, c'est important de pas juste penser ce qu'on aimerait, mais d'agir et d'agir dans la continuité. Ça, c'est assez intéressant aussi à noter. Puis, c'était, en plus de tout ça, un chrétien engagé. Oui, parce que ces valeurs-là, comme je vous disais, c'est tout ce qu'il voulait travailler au niveau de la sécurité, la prospérité, l'appartenance, la fierté. Tout ça, c'est en fonction de ses valeurs spirituelles. Puis j'imagine que lui aussi voulait se ressourcer. Effectivement, il a fait partie de la Société Saint-Jean-Baptiste, il en a été membre, il a organisé plusieurs retraites fermées à la Villa Morez. À l'Église, il a été le directeur des funérailles pendant 20 ans. Puis mon grand-père, qui a jamais eu d'auto, je me souviens, mon père me disait qu'il avait 78 ans, grand-papa, puis chaque matin, il se rendait à bicyclette à l'église, quand il pouvait utiliser sa bicyclette pour aller à la messe, puis le dimanche, il allait à 2 messes. Alors, c'est quand même quelque chose. Il a fait partie des cercles Lacordaire. On dit même que c'est un membre fondateur. Il a été bien sûr au Chevalier de Colomb de Plessisville, en plus de ceux de là-bas. Et il a participé au Congrès eucharistique, évidemment, comme chrétien. En 1945, ça a été un des organisateurs du Congrès. Même le magasin a été orné là, de ses beaux atours, pour dire ça. Puis, une organisation qui a été très importante pour lui, c'est difficile de dire si c'est la plus grande, mais je sais que c'était important, c'est la Ligue du Sacré-Cœur de Jésus. Il a été membre en 1899 jusqu'à son décès en 1962. Puis, histoire encore là de faire une part additionnelle, il en a été le 2e vice-président pendant 22 ans. Il y a eu plusieurs reconnaissances publiques, votre grand-papa. Oui, je pense que tous ces engagements-là passaient pas sous silence, mais c'était pas un homme qui cherchait ni les honneurs, ni l'argent. C'était pas son moteur. D'ailleurs, dans sa philosophie, c'est si tu veux prospérer sur le plan individuel, il faut que tout le monde prospère ensemble. Puis, de le faire avec dans le respect de tous, jeunes, vieux, que tu sois d'un milieu ou d'un autre. Alors, puis je pense que pour ça, grand-papa ressort du lot beaucoup. Puis effectivement, de la reconnaissance, il y en a eu de plusieurs manières. J'en ai retracé quelques-uns, comme en mars 42, il y a une revue qui le reconnaît comme un des pionniers de l'industrie à Plessisville. Bien sûr, tout ça avec plein d'autres personnages extrêmement importants aussi pour la ville. En 1954, dans le journal du Devoir à Montréal, c'est marqué « P.A. Pinchot est presque une institution à Plessisville. Il a consacré toute sa vie à autrui et s'est dévoué à toutes les causes. » C'est quand même pas banal. En mars 59, la Tribune de Sherbrooke fait un article titré « Modèle d'esprit civique ». Monsieur Pierre-Antonio Pinchot est un homme remarquable. Il n'y a pas eu une organisation sociale ou civique à laquelle il n'a pas participé, toujours avec beaucoup d'ardeur, beaucoup de profondeur. Il y a eu, bien sûr, une chose qui était sûrement importante pour lui en 1959 également, c'est la médaille du mérite diocésain par l'archevêque de Québec, où on parle encore de lui comme un des plus distingués citoyens, fièrement attaché à sa religion, à sa race, puis effectivement qui se dévouait énormément. Puis il a été membre honoraire à vie de la Chambre de commerce des jeunes. Puis à son décès en 62, il y a un article dans la Feuille d'érable où on dit que ses charités proverbiales ne sont plus à compter. Tous les mouvements ont bénéficié largement de son temps, de son argent. Toutes les classes de la société recevaient l'attention de M. Pinchot avec le même accueil et la même cordialité. Puis on parle même d'un deuil paroissial au-delà du deuil familial. On a fait un ensemble quand même assez marqué de M. Pinchot.
C'est déjà presque la fin. Oui. On vous aurait écouté pendant une éternité. C'est tellement agréable. J'aimerais ça savoir, pour vous et votre famille, les descendants de Monsieur Pinchot, quel héritage qu'il vous a laissé? Oui. Ben, l'héritage, ben, j'ai des souvenirs très personnels, très marquants, qui me donnent une émotion. Puis j'ai vérifié bien mes cousins et cousines partagent ça en général. Mais j'avais que 10 ans quand grand-papa est mort, mais j'en avais 61 quand mon propre père est décédé. Fait que si bien que les documents familiaux et ce que m'en a dit mon père, ça a beaucoup enrichi ma perception aussi de grand-papa. Et nous, mon père insistait jamais sur l'admiration de telle ou telle tâche qu'il avait fait. Ce qui me parlait, c'était comment il a été un bon père auprès de lui. Parce que c'est bien de s'investir dans sa communauté, mais il faut que ta famille reçoive les soins nécessaires. Alors, mon père, à un moment donné, il a eu une période un petit peu plus difficile. Ben, son père a été présent, il a été important pour lui. Fait que je me dis, je trouve ça important. Puis dans l'héritage, si on peut dire plus globalement, moi, ce que j'en retiens, c'est que la vaillance puis la bienveillance, ça peut aller ensemble. Puis c'est pas parce que t'as du succès ou t'as une notoriété, c'est pas incompatible ça avec la délicatesse, la bonté, l'humilité. Puis je pense qu'au-delà de tout ça, c'est de dire, observe, réfléchis, ose l'action, mets-toi en équipe, fais ton possible. C'est ça qu'on te demande, puis d'agir comme lui, d'être un bâtisseur. Mais un bâtisseur, ça bâtit pas tout seul. Ça bâtit avec les autres autour de lui. Puis à cet égard-là, je pense qu'il mérite notre respect. Vous avez vraiment rendu un excellent hommage à votre grand-papa. Et tout ça, je vais terminer en disant que à la fin du document, il va y avoir un lien et que les gens qui voudraient en connaître plus et en lire plus, ben il y aura cette possibilité-là. Donc, je voulais remercier Madame Marthe Pinchot d'avoir collaboré à cette émission-là qui était sur Monsieur Pinchot, son grand-père. Et je vous dis à une prochaine Mémoire vivante.